Nos chers amis américains. Pourquoi ce titre empli d'ironie? Il part d'un simple constat. Depuis des décennies, et principalement après la Seconde Guerre mondiale, les Américains se sont déclarés, inventés comme les chevaliers des vertus démocratiques. Il semble donc que les représentants de ce peuple, passés de l'état barbare à décadent sans avoir connu de civilisation, soient seuls juges de la valeur des régimes dans le monde, arbitres suprêmes du bien et du mal, jusque dans les pensées intimes relevant de la sphère domestique. Pour comprendre l'origine de ce déterminisme, il fallait remonter à la création non pas des États-Unis, mais bel et bien des premières colonies d'Amérique. Comment ce peuple, qui n'a qu'une histoire de 2 siècles, est-il parvenu à contrôler la politique mondiale de nos jours? En quoi ces idées de liberté et d'égalité peuvent être considérées comme fallacieuses et iniques au vu des différents éléments de l'histoire, sciemment occultés par les élites depuis la création des États-Unis? Pourquoi ce pays est-il devenu le chantre du mondialisme, gouverné par des gens élus par personne, au nom des valeurs démocratiques? Cette modeste étude en appellera d'autres, c'est précisément l'espoir de ceux qui l'ont faite. Épisode 2. De la guerre d'indépendance aux crises financières de la fin du XIXe siècle. Après la découverte de l'Amérique et sa construction pour laquelle les Anglais ont créé 13 colonies entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, et ont pratiquement chassé les Français du continent, nous abordons le sujet de la guerre d'indépendance des États-Unis, ses causes officielles et officieuses. Après avoir vu l'histoire des États-Unis, de sa découverte et de son évolution pendant, on va dire, 2 siècles à peu près, même pas 2 siècles, on va arriver au moment crucial où on voit donc ces 13 colonies anglaises, les Anglais qui ont réussi à se débarrasser des Français. Et il y a quand même un détail qui est important, qu'il ne faut pas oublier, entre-temps, il y a eu un changement fondamental en Angleterre. C'est-à-dire que, en 1694, il y a eu la création de la Banque d'Angleterre. Et ce qui change beaucoup la donne, parce qu'il y a les causes officielles, qui est donc le Boston Tea Party, où on voit les colons américains qui se révoltent parce qu'ils trouvent qu'ils payent trop de taxes au roi d'Angleterre. Ils se déguisent en Indiens. Ils se déguisent en Indiens même, voilà. Et en fait, ils montent dans un bateau qui ramenait du thé, et ils ont filé toute la cargaison par-dessus bord. Déguisés en Indiens. Déguisés en Indiens, bien sûr. Voilà, donc on balance la cargaison par-dessus bord, et ça commence à partir de là. Ça, c'est la version officielle. On va dire déjà, on va vous présenter quand même la situation, je dirais, dont on parle jamais à ce moment-là, c'est que l'illuminisme, on va dire l'illuminisme, la franc-maçonnerie a envahi la noblesse, a envahi, il y a beaucoup d'idées de république universelle. L'influence de la franc-maçonnerie explique-t-elle pourquoi les valeurs maçonniques font partie intégrante des documents les plus importants des États-Unis? Explique-t-elle aussi pourquoi les symboles de cette société figurent sur de nombreux monuments et bâtiments du pays? À Washington, le symbolisme joue un rôle essentiel. On voit bien le lien avec la franc-maçonnerie. Le premier symbole universel de l'organisation est une équerre avec un compas. Le compas est l'outil principal de l'individu. L'homme est la pointe, et l'idée en franc-maçonnerie est que l'individu est souverain. On trace un cercle avec le compas autour de soi. Si on agrandit son périmètre, c'est là qu'on accède à la connaissance et à la lumière. L'équerre symbolise la sagesse. Et la lettre G signifie grand architecte de l'univers. Et en fait, il y a plusieurs gens qui ont intérêt à avoir une république universelle. Donc, c'est d'abord les financiers parce que les financiers peuvent accessoirement prêter au roi, faire un peu de bénéfice, mais par contre, déjà, les gens qui détenaient la Banque d'Angleterre, qui avaient donc déjà mis à cette époque-là une dette énorme sur la banque anglaise, je confère le Bank-Sterton, on avait donné les sommes, hein, se disent finalement, c'est bien de rançonner un roi, mais c'est peut-être mieux de rançonner un pays. Donc il faudrait que les gens se révoltent et qu'il y ait une bonne démocratie, une république, etc. qui s'installe. Ça, c'est la vision des banquiers. D'un autre côté, il y a ces gens installés aux États-Unis à qui
depuis un moment, comme on vous disait précédemment, commencent à être des gros propriétaires terriens, des hommes d'affaires, et finalement, eux se disent, après tout, finalement, pourquoi payer une redevance au roi d'Angleterre? Si on est un pays libre, on va faire une constitution et on paye d'argent à personne. Je rappellerai le fait suivant, dans la constitution américaine, l'impôt sur le revenu est illégal. C'est illégal. Elle a pris son existence, et regardez bien ce qu'expliquait Étienne Chouard sur le sujet. Au fur et à mesure qu'on a inventé de la dette, on s'est servi, on a créé l'impôt sur le revenu, et on s'est servi de l'impôt sur le revenu qui n'a cessé d'augmenter au fur et à mesure que la dette augmentait. Donc ça, il faudra qu'un jour les gens posent la bonne question. Donc on se retrouve donc dans ce pays de gens qui officiellement vont se révolter contre les taxes royales anglaises. Pour revenir sur la cause de la guerre d'indépendance, c'est aussi le fait que les financiers anglais, à la base, se sont vite rendus compte, donc derrière la finance anglaise, on retrouve des noms qu'on connaît à l'heure actuelle, des Rothschild par exemple, qui vont se rendre compte qu'en fait, aux États-Unis, enfin dans les 13 colonies, à cette époque, il n'y avait pas de problème de dette. C'est-à-dire qu'ils créent la monnaie au fur et à mesure des besoins de l'industrie et du commerce. Donc ce qui fait qu'il n'y avait pas forcément d'inflation, on n'avait pas besoin d'impôts, on avait besoin de rien. Tout fonctionnait correctement. Voilà. Donc de là, il y avait des taxes. Il y avait des taxes. C'est pour ça que la Boston Tea Party est une fausse raison, étant donné que même Benjamin Franklin l'a déclaré en Angleterre quand il était en voyage vers 1764. Il explique correctement que les colons auraient supporté largement des taxes. Le problème, c'était pas de leur prendre leur bien le plus cher, c'est-à-dire la création de la monnaie. Parce qu'ils avaient bien compris déjà comment fonctionnait la Banque d'Angleterre, donc ils voulaient pas que ça arrive la même chose aux États-Unis. Voilà, c'est-à-dire. Et Rothschild va se servir de ça pour financer plein de personnes pour créer justement la guerre d'indépendance. Alors, on reprend donc sur notre ami Washington, puisqu'on va commencer par lui. Donc pour savoir exactement ce qu'on appelle le père fondateur par excellence, c'est George Washington. Alors George Washington, d'abord, première chose, si on veut savoir à quel niveau il faut savoir qu'il a été initié franc-maçon en 1752 à l'âge de 20 ans, à la loge Fredericksburg en Virginie. À Fredericksburg en Virginie, en 1752, George Washington a 20 ans et il intègre une société secrète, les francs-maçons. Parmi ses compagnons se trouvent beaucoup d'autres pères fondateurs, tels que Benjamin Franklin, John Hancock et Paul Revere. Il faut savoir qu'il débute au service des Anglais. Il faisait partie de ces volontaires chargés. Il y avait des corps de volontaires chargés d'essayer de faire respecter donc des pseudo-frontières que personne connaissait bien, parce qu'il y avait un fort d'un côté, un fort de l'autre. On essayait d'avancer son fort, les territoires étaient pas très clairs. Son premier coup de feu, un des premiers coups de feu de George Washington, il se retrouve en face des Français. C'est typique, les Américains le feront fréquemment, c'est-à-dire les Américains voient que les Français sont à tel endroit, ils mettent un fort en face, le plus près possible, et donc Joseph Coulon de Jumonville arrive avec un drapeau blanc et vient voir qu'est-ce que c'est ce fort, et George Washington avec sa troupe. Donc ils arrivent, il y avait un code de l'honneur à l'époque, donc ils arrivent avec le drapeau blanc, des émissaires, etc. Et qu'est-ce que fait George Washington? Il leur tend une embuscade et il assassine directement Joseph de Jumonville au moment où il a dit sa sommation au nom du roi de France. Pouvez-vous nous dire ce que vous faites là? Vous êtes sur nos terres. Lui, il les tue. The retreat cut off by Washington's Indian allies, the French surrendered within minutes.
their officer sits wounded. This is Ensign Joseph Coulon de Villiers de Jumonville. He's an envoy. Here's a letter from his commander. I do not speak French. Under the protocol of the day, Washington is responsible for the well-being of the wounded Frenchman. But he soon realizes that this deep in the woods, different rules apply. Tu n'es pas encore mort, mon père. Et Voltaire, même en tant qu'anglophile et anti-français, a dit cette phrase célèbre: je ne suis plus anglais depuis que les Anglais sont pirates sur mer et assassinent nos officiers en Nouvelle-France. Voilà, c'est donc un grand scandale. C'est un grand scandale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on envoie donc Claude de Contrecoeur, un détachement de 500 hommes pour capturer Washington. Alors, c'est le propre frère de Jumonville, qui s'appelait Louis Coulon de Villiers, qui capture Washington à forte nécessité. Il avait ordre de le juger et de l'exécuter pour meurtre. En fait, il le libéra. L'histoire dira peut-être pas que peut-être ils étaient tous les deux affiliés en loge. Et le prétexte officiel de la libération de Washington à ce moment, c'était pour montrer la gesta française et qu'il le laisse partir avec toute sa compagnie. Voilà, ça c'est les départs militaires de George Washington. Donc il assassine un émissaire plénipotentiaire et la France envoie un officier le capturer, ce qu'ils font assez aisément, et il le relâche, lui et sa troupe, en lui disant, voilà, ça c'est la mansuétude française. Alors, on comprendra que les méthodes françaises et anglaises n'étaient pas les mêmes. Alors bon, Washington a reconnu cette erreur, hein, rassurez-vous, c'est une lettre de 1754, voilà, bon, il le regrette. Mais il faut savoir quand même qu'au moment où éclatent donc les événements du Boston Tea Party, Washington, c'est un des personnages les plus riches de la Virginie, hein, faut quand même savoir, donc il n'est pas pressé de soutenir la cause de l'indépendance, il vaut mieux de voir comment ça tourne. Pour l'instant, il ne bouge pas. Et pourquoi il ne bouge pas? Ben, tout simplement parce qu'il a épousé une riche veuve, déjà, donc il a récupéré un capital, et il avait donc à ce moment-là, entre ses esclaves à lui et les esclaves de sa veuve, comme je le disais précédemment, il avait 300 esclaves à son service, et qu'en fait la vie était très belle. En plus, c'était une belle femme, il était heureux, après tout. Bon, mais après, alors, on ne dira pas pourquoi Washington, finalement, est-ce que c'est parce que de toute façon, il commençait à se créer, et là, ce qui est indiscutable, je dirais, un espèce de... c'est une guerre, c'est toute la franc-maçonnerie bat la campagne pour cette guerre d'indépendance. Donc, Washington étant franc-maçon, il est quand même obligé de prendre fait et cause. D'abord parce que Benjamin Franklin, parce que il y a toute l'intelligentsia maçonnique d'Europe qui est en effervescence sur cette guerre d'indépendance. Formé par Benjamin Franklin. Formé par Benjamin Franklin, qui s'est chargé également, au cours de ses voyages en France, de former, de créer de nombreuses loges pour la noblesse française. On verra ce que ça coûtera à Louis XVI qui a laissé faire, mais ça viendra un peu plus tard. Au départ de cette guerre, on dira que ça sera une révolte où les insurgés, on va les appeler comme ça, les insurgés, ils gagnent rien en fait, hein, ils s'en sortent pas. Alors il y a des alliances qui se font accessoirement avec des Indiens, n'est-ce pas? Alors on verra que, en 1779 par exemple, Washington, comme les Iroquois s'étaient alliés avec les Anglais, il envoie le général John Sullivan dévaster les terres et détruire tout le monde, hommes, femmes, enfants, voilà, les Iroquois sont associés avec les Anglais, on les tue. Et ça commence à bouger parce que, pourquoi ça va bouger cette guerre à un moment donné? Parce qu'elle traînait, les insurgés n'avaient pas beaucoup de succès, donc il fallait absolument emmener la France, d'abord, soutenir cette révolte, et il fallait trouver de l'argent. Alors, où est-ce qu'on va trouver cet argent? C'est tout à fait simple à comprendre. Il y a toujours un homme providentiel. Et cet homme providentiel, il s'appelle Haïm Salomon. Alors,
quand on parle du financier, du superintendant du trésor des révoltés, on parle de Robert Morris qui a fondé la Bank of North America et qui a appelé des financiers à le soutenir. Mais les Américains ont découvert il n'y a pas très longtemps qu'ils devaient beaucoup à Ibn Salomon, qui était un personnage assez spécial, un génie de la finance qui parlait 8 langues, etc. Qui arrive très pauvre aux États-Unis, hein, et il se transforme en courtier à Philadelphie, courtier, agent de change, etc. Et Haïm Salomon, avec Robert Morris, lui explique comment on va faire entrer de l'argent dans les caisses. Et de 81 à 84, voilà, au service de la Révolution, et il faut savoir que de 1781 à 1784, eh bien, il va devenir le plus gros dépositaire de la Banque de Maurice et son agent exclusif en tant que courtier officiel de la trésorerie. Alors on va se dire comment ce personnage qui n'a pas d'argent a pu aider la Révolution, et d'ailleurs les Américains ils ont même fait une statue. Ils ont tardé, mais tous les révolutionnaires de Washington à Lafayette savaient que s'il fallait de l'argent, il fallait aller voir Salomon. Salomon était, entre autres, il faut savoir que Salomon avait également épousé la sœur d'un colonel de Lafayette, d'un bras droit de Lafayette, du bras droit de Lafayette, de Washington. Donc déjà, vous voyez, on est en plein... il y a tout, il y a les histoires de famille, d'argent, et très discrètement, quand on relit tous ces rapports, vous pouvez le vérifier d'ailleurs, hein, il va régulièrement en Europe où il négocie des très gros emprunts. Et en France, il réussit à récolter, par exemple, à un moment donné, la somme de 3,1 millions de livres des maisons Rothschild et Sassoon. Alors, si des gens veulent croire que messieurs Rothschild et Sassoon ont donné de telles sommes aux révolutionnaires, aux révoltés, faut savoir qu'ils ont demandé une contrepartie. Il y a forcément une contrepartie. Et on peut ajouter à ce moment-là que c'est Rothschild finançait en même temps l'armée anglaise à travers des mercenaires allemands notamment, pour pouvoir entretenir la guerre. Voilà. Parce que bien évidemment, qu'on ne rappellera jamais assez, plus la guerre dure et plus ça rapporte de l'argent aux financiers. Voilà. Donc on voit déjà au moment de cette révolte, je dirais, donc une situation où en fait on met en avant des idées de liberté, donc on va dire que c'est l'illuminisme, la franc-maçonnerie, etc. qui met ça en avant. On voit des gens qui plus tard on transformera en héros, mais bon, George Washington, il y a encore un mythe, c'est la bataille de Yorktown. Il était strictement... C'est la principale bataille décisive. C'est la bataille décisive contre les Anglais. Et de toute façon, Washington, bien sûr, était là. Mais il était là pour regarder ce qui se passe. Il a tiré le premier coup de canon symbolique. Il était strictement incapable d'emmener une bataille comme ça. Et c'est les Français qui ont gagné la bataille de Yorktown. Notamment, c'est l'amiral de Grasse. Oui. Voilà, qui a donné le coup décisif aux Anglais. La bataille de Yorktown, la dernière bataille importante de la guerre d'indépendance américaine. Cette bataille a eu lieu en 1781. Mais pour bien la comprendre, il faut d'abord regarder les lieux. Par-delà la ligne d'horizon, au-delà du bouquet d'arbres que vous voyez là-bas, se situait le village de Yorktown. C'est là que le général Cornwallis s'était fortifié. L'armée française et l'armée américaine s'étaient réunies à Williamsburg. Or, le 28 septembre au matin, l'armée française et l'armée américaine, dirigée par Washington, George Washington, s'est mis en marche. Ça a pris 2 jours. Le 30 septembre, on arrive. Et là, on s'installe. Les troupes américaines et françaises encerclaient l'armée anglaise de Cornwallis. Mais avant de parvenir au fort de Yorktown, les Français et les Américains se heurtent à la ligne avancée des Anglais. Une série de bastions fortifiés, armés de canons, entourés de fossés, hérissés de pieux. Tout va se jouer à la baïonnette autour des 2 redoutes principales.
Benjamin Franklin, qui a été quand même un personnage qui devait avoir une force de persuasion quand même importante, a réussi à emmener la noblesse française et l'a initié aux loges, bien entendu, parce qu'il fallait l'explication pour le peuple et puis l'explication pour les initiés, donc toujours une race élue, et même emporter le sentiment de Louis XVI. Il faut savoir quand même que la France avait un petit peu, par-delà la cause américaine, Louis XVI avait quand même en travers la guerre de 7 ans. Voilà. Donc ils avaient une revanche à prendre sur les Anglais. On connaît les histoires d'amour entre la France et l'Angleterre. Quand on peut se faire un croc en jambe, on se le fait, quoi, hein. Donc Louis XVI va payer directement de sa cassette personnelle, va donner de l'argent à Washington. Alors à Lafayette et à Washington et à la Révolution, il va fournir, mais il va pas fournir une petite somme, hein. Faut savoir que la France, par l'intermédiaire de Louis XVI, a donné à l'Amérique, pour la libérer, a dépensé 2 milliards de livres tournois. Alors si quelqu'un veut savoir ce que c'est une livre tournoi, plus ou moins à travers l'histoire, elle a un petit peu varié, mais une livre tournoi vaut 0,312 grammes d'or pur. Donc prenez vos calculettes, les Américains nous ont jamais remboursé. Voilà, puisque les Américains nous ont fait savoir, une fois qu'ils ont été libérés, qu'ils considéraient cette somme prêtée par la France comme un don. Comme un don. Par contre, ils nous ont assuré de leur gratitude éternelle, tellement éternelle que l'indépendance acquise, immédiatement Benjamin Franklin fait des traités commerciaux avec l'Angleterre. Immédiatement, c'est-à-dire la France est complètement écartée d'un quelconque commerce qu'elle pourrait faire avec... À ce moment-là, il y avait d'autres choses qui se préparaient en lieu. Voilà. C'est à ce moment-là, en même temps, bon, on va déroger un petit peu, mais comme par hasard, c'est à ce moment-là que tout la garde et l'arrière-garde de la franc-maçonnerie préparait également la Révolution française, c'est le secret de Polichinelle, donc de libérer la France du joug des Bourbons. Et là, tout le monde était bien d'accord, puisque les Anglais maudissaient les Français, la franc-maçonnerie espérait la chute des Bourbons pour mettre les Orléans, qui étaient plus constitutionnels que les Bourbons. Au même moment, juste après l'indépendance américaine, pour expliquer la situation de la France, à ce moment-là, on a ce que les Islandais appellent le volcan de la Révolution. C'est le Laki en Islande. C'est une chaîne de volcans qui explose. En même temps, on a un autre volcan qui explose au Japon. Et on se retrouve avec pendant une année complète où on voit le soleil à travers un brouillard de cendres. De toute façon, cette période était appelée une mini-ère glaciaire. Parce que les hivers étaient très très rigoureux, ce qui fait que les récoltes en général, arrivé le printemps, il n'y avait rien qui poussait. Les Américains, eux, avaient signé, donc sont libérés. Le roi de France réclame une contrepartie commerciale que immédiatement les Américains refusent. Et mieux encore, parce que mieux encore, il va nous faire encore mieux, ce George Washington. Je vais en finir comme ça, quoi. À partir, donc, on va se retrouver, donc, un petit peu les cocus de la Révolution américaine. On les a libérés, on a gagné les batailles, on a financé. Donc, immédiatement, ils font donc leur fameuse Constitution américaine, etc. Et pour nous remercier, dans un premier temps, ils disent bon, on vous doit pas de sous, c'est un don. Et ils signent des traités commerciaux avec l'Angleterre. Et quand éclate la Révolution française, alors là, sous le Directoire, c'est carrément là, en 1798, le Congrès des États-Unis déclare nulle l'alliance et les diverses ententes avec la France. C'est fini. Et il nous tire dessus. La France se trouve dans une difficulté, parce que le rappel des États généraux de Louis XVI, les caisses de la France étaient au plus bas. Louis XVI, contrairement à une légende, Marie-Antoinette n'a jamais dit il demande du pain, donnez-leur de la brioche, c'est pas du tout. Louis XVI et la cassette royale, qui était une cassette personnelle pas très importante, hein. Faut savoir que la France était donc un pays riche dans un État pauvre, l'État c'était le roi. Donc Louis XVI
qui se devait de respecter à l'époque ce qu'on appellera la doctrine sociale de l'Église, et définie par Thomas d'Aquin, n'avait pas le droit de lever d'impôts sur le peuple, parce qu'à partir du moment saint Thomas d'Aquin avait défini qu'au-delà de 20% d'impôts, ce n'est plus un état de droit, c'est une dictature. C'est une tyrannie, c'est une dictature, c'est ce qu'on veut. Et donc Louis XVI appelle les États généraux, c'est-à-dire tout le peuple, tous les 3 tiers, les 3 ordres, on va dire, du peuple, pour demander l'autorisation de renflouer les caisses de l'État. Donc on arrive à la chute de Louis XVI, puisque c'est la convocation des États généraux qui provoque la Révolution. C'est un ensemble, donc on doit cette Révolution française qui a été une catastrophe, je dirais. Là, il y a eu des génocides, là, et on a eu droit à Napoléon. C'est un petit peu un cadeau rétroactif de nos amis américains. En fait, c'est à ce moment-là aussi qu'on va commencer à voir la bataille qui va se livrer entre ceux qui veulent mettre en place une banque nationale sur le modèle de l'Angleterre et ceux qui vont tout faire pour que le gouvernement américain garde le contrôle de la monnaie et l'émission de pièces d'argent notamment. Alors, et c'est là où il y a une ambiguïté, c'est sur les pères fondateurs. Il y en a qui vont essayer d'influencer, notamment avec un personnage qui s'appelle Hamilton, qui va commencer à mettre en place des banques, notamment Bank of America, qui va être créée à ce moment-là. Et il y a Jefferson, qui va rester un peu une énigme, parce que c'est celui qui va vraiment s'imposer contre le fait d'établir cette banque. Et il a même cité plusieurs fois, hein, c'est dans des livres d'histoire classique, hein, que si on crée une banque, des institutions bancaires nationales plaquées sur le système anglais, que les libertés allaient être rapidement réduites à néant. C'est-à-dire que parce que d'après lui, une institution bancaire, c'est toujours pire qu'une guerre. Alors, il y a des gens qui diront que cette phrase est apocryphe, etc., qu'on n'a pas la preuve. Il y a une phrase beaucoup plus simple qui sera dite plus tard par Lincoln, au cours de la guerre d'indépendance. Il dira, de toute façon, actuellement, j'ai 2 ennemis. J'ai les sudistes en face et les banquiers derrière. Et des 2, ceux qui sont derrière sont les bien pires. Bon, le mythe est créé, les pères fondateurs, les actes fondateurs, etc., donc qui font que c'est un grand pays, un vent de liberté à souffler sur l'Amérique. Aux États-Unis, à ce moment-là, d'abord c'est la course à qui acquérira les plus grands territoires sur le dos des Indiens. C'est à ce moment-là que vont se fonder les premiers grands barons, les premières grosses fortunes vont commencer à se créer dans cette période-là, on va dire, qui se situe entre, on va dire, 1780 et 1850, hein, voilà, juste un peu avant la guerre de sécession, vont commencer à se créer des fortunes. Alors, ça va assez simplement, on spolie un petit peu les Indiens, après on va spolier un petit peu les Mexicains, les Espagnols, mais après les Mexicains, puisque le Mexique, lui, les Espagnols lâcheront leur position au Mexique à partir de 1810. Eux, les Américains, voient d'un côté que les Espagnols en premier, les Mexicains en deuxième, sont une puissance déclinante, n'ont aucun pouvoir, donc ils vont commencer à manger tout le Sud là. Donc dans cette période-là, hein, on commence à arriver vers la spoliation des États du Sud. Ils vont pousser vers l'Ouest, donc pour commencer à gagner de la place par là. Ils ont poussé les Français, ils les ont boutés hors, donc là c'est réglé de ce côté-là. Et donc à partir de ce moment-là, c'est la grande légende, donc le Poney Express, on s'écarte, et se créent à ce moment-là des fortunes colossales. C'est des fortunes colossales, mais la fortune arrive assez vite, mais il va falloir l'organiser. C'est là que, un peu plus tard, on verra apparaître ce qu'on a appelé les grands barons, les barons, les red barons, enfin bref. Mais en attendant, donc cette nouvelle démocratie magnifique, ce vent de liberté, donc c'est à ce moment-là qu'on fait tourner énormément le commerce triangulaire, parce qu'il y a à prendre, hein. Ils prennent énormément d'États dans le Sud, mais bon, c'est plus facile de faire travailler des Noirs, n'est-ce pas? Donc la partie qu'on vous a offerte concernant l'esclavage rentre de plein pied dans la partie la plus dure pour les Noirs et les Indiens. Donc c'est, dès la création des États-Unis, il faut absolument moins d'Indiens et plus de Noirs. Voilà, donc la richesse des États-Unis se crée
sur cet extraordinaire drame qui sont souvent peu relatés. C'est, je veux dire, l'éradication des Indiens, c'est-à-dire, et surtout le commerce triangulaire qui fait donc la richesse du Sud. Il faut savoir aussi que pendant cette période-là, avant la guerre de sécession, il y avait deux lois, c'est-à-dire qu'au nord, l'esclavage était interdit, mais il n'avait pas de problème, puis c'était les régions industrielles, et au sud, l'esclavage était autorisé. C'était pas encore interdit. Ça fonctionnait pas de la même façon, mais on a un nord industriel qui n'a pas besoin d'esclaves de toute façon. Avant. Ils ont pas la même vision des choses. Ils veulent, dans le fond, ils ont la même tradition raciste que dans le sud. La seule différence, c'est qu'eux, ils ont besoin des Noirs pour travailler dans l'industrie parce qu'ils vont commencer à développer. Mais eux, ce qu'ils veulent faire dans le nord, c'est-à-dire tous ces financiers qui sont installés plus dans le nord que dans le sud, eux, ils vont avoir besoin de gens pour leur donner une illusion légale. C'est-à-dire qu'on va leur faire croire qu'ils vont gagner des droits. Mais pour gagner ces droits, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils soient sous les ordres, en fait, à la manière de n'importe quel Chinois à l'heure actuelle qui travaille. C'est un peu la même façon. Ils sont esclaves, mais d'une autre manière. Voilà, ils ont une paye. Voilà. Ils ont une fiche de paye. C'est ça. Et le début de la guerre fratricide qui va avoir lieu, ça débute comme ça. Dès 1812, d'ailleurs, il y a quand même des premiers écueils qui se passent entre les États du Sud et du Nord, où on se rend compte que certains financiers vont commencer à dire à ceux du Sud, nous on a besoin de Noirs pour travailler, arrêtez de les employer comme esclaves. Nous on en a besoin dans le Nord, on a besoin de main d'œuvre. Voilà, peu cher. Donc petit à petit ça va monter en mayonnaise, on va dire. Monter en mayonnaise parce que d'autres gens vont commencer à financer, parce qu'ils se rendent compte que l'industrie ça rapporte plus que tout ce qui est... Que les champs de coton. Que les champs de coton, bien sûr. Parce qu'en plus, il y avait deux doctrines qui s'affrontaient. Il y avait dans le sud, il y avait les exportationnistes, ceux qui travaillent que pour aller vers l'Europe, alors que les industriels veulent se développer déjà en autarcie, déjà dans un premier temps. Parce qu'ils ont besoin de l'industrie pour alimenter tout le Far West. Pour faire des villes. Voilà, on a besoin de rails, on a besoin de fer, on a besoin de toutes les premières innovations et sidérurgiques qui a eu lieu dans l'Angleterre. Donc, en fait, ce qui va se passer, on va arriver à Abraham Lincoln dès 1860, où il va commencer à se présenter comme le nouveau fer de lance de la démocratisation du droit du droit des Noirs. Alors que dans le fait, Lincoln n'est pas forcément abolitionniste. Ah non. Lui, ce qu'il voulait, c'était enrichir son pays. Et enrichir son pays, ça signifie, comme on disait tout à l'heure, qu'on avait besoin de main d'œuvre pas chère. Donc petit à petit, jusqu'en 1860, il va se présenter, il va gagner les élections. Et dès le début, en 1861, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs États du Sud qui vont faire sécession, d'où le nom de la guerre de sécession à partir de 1861, voilà. Où les principaux États du Sud, Virginie, Caroline, vont faire sécession et vont commencer à créer une armée pour affronter les confédérés du Nord. Alors ce qui est intéressant dans cette guerre, c'est aussi l'intervention d'une part des Rothschild d'Angleterre qui vont financer les confédérés, c'est-à-dire les États yankees du Nord, ouais. Alors que la banque Rothschild de Paris va financer les États du Sud. Et dedans, il y a Napoléon III qui va intervenir aussi. Hein. Lui, il veut le Mexique. Lui, il veut le Mexique, mais en même temps, on va lui dire, si tu vas au Mexique, on va te donner une certaine somme d'argent pour que tu interviennes pour aider les États du Sud. Ouais. Donc de ce fait-là, on se rend compte déjà comment vont être manipulée cette guerre, parce que cette guerre n'a jamais dû avoir lieu dans un premier temps. Elle n'a aucune raison d'être. Et surtout, on va voir que c'était une espèce de guerre où on va tester des choses, c'est-à-dire on va financer les deux parties et on va voir jusqu'où on peut pousser les massacres, jusqu'où on peut gagner de l'argent. Et jusqu'où on peut pousser le cynisme. Parce que n'importe quel camp aurait pu gagner la guerre. La guerre a été gagnée par les Yankees, par ceux du Nord, parce qu'ils, à un moment donné, on a stoppé les robinets pour les États du Sud. Voilà, on a tout stoppé. On bloque, et puis le Nord avait obtenu des aides au niveau maritime qui faisaient qu'ils avaient le dessus au niveau maritime. Le Sud perd la guerre parce qu'il avait besoin d'exporter, que le Nord, donc il n'arrivait plus à exporter, donc il avait de très gros problèmes d'argent.
Et là, il y a une intervention qui est intéressante aussi, c'est pour quand Lincoln avait besoin d'argent, parce que les Yankees commençaient vraiment à manquer d'argent, donc d'achat de matériel militaire, etc. Il y a une intervention des financiers qui propose à Lincoln, en fait, dans un premier temps, on vous reprête de l'argent pour gagner la guerre, pour en finir, mais seulement on vous le prête, mais à 28% de taux d'intérêt. Donc on se rend compte à un moment donné que... D'où la phrase de Lincoln que je citais avant. C'est ça, c'est un peu ça. Entre les sudistes et les banquiers, finalement, c'est mieux les sudistes. Et puis derrière ça, il y avait un personnage, Samuel Chase, un des qui va intervenir après, notamment Rockefeller, qui va commencer à mettre en place, à essayer de mettre en place un prémisse de banque nationale, où lui, Lincoln, va s'y opposer totalement, mais il va y avoir une guerre entre les deux, et d'où, en 1865, à un moment donné, il y a Wilkes Booth qui intervient pour mettre fin à cette guerre où il va assassiner Lincoln. Donc Wilkes Booth, pour franc-maçon notoire, influencé par d'autres, mais à ce moment-là aussi, il y a Lincoln qui avait anticipé, c'est lui qui a créé les Greenback Papers, c'est-à-dire c'est les premiers dollars verts, c'est lui qui va les introduire pour éviter justement qu'une banque nationale soit mise en place. Et comme on l'a dit tout à l'heure, pour éviter que les intérêts de la nation soient détournés par les banquiers. Et là, faut quand même dire, bon, un personnage comme Lincoln, quoi, et d'autres pères fondateurs avaient bien compris que l'Amérique était en train de se faire manger. Alors ils avaient d'une part ces cartels qui commençaient à se mettre en place, et ces tentatives de monopole, que ce soit, ça a commencé avec les diligences, et puis après ça a été dans le fer, après ça a été dans toutes les exploitations, de tout temps. Dès le départ, il y a eu aux États-Unis des tentatives de cartélisation, immédiatement. C'est pour ça d'ailleurs de trust ou de cartel, ce qui est un peu pareil, quoi. Donc dès cette Amérique naissante, on voit qu'il reste encore des personnages comme Lincoln qui eux ont quand même des aspirations vers je dirais une liberté qui n'est pas conditionnée à l'humeur des banquiers. Voilà, c'est l'erreur de Lincoln. C'est pour ça qu'il a été assassiné. Là maintenant, le pays, la guerre civile est terminée, mais on sort de la guerre civile, le Sud est ruiné, le Nord y a laissé des plumes, et les banquiers ont tout gagné. Si on peut parler aussi d'autres conséquences aussi, c'est à ce moment-là qu'on l'a déjà dit tout à l'heure, qu'apparaît le Ku Klux Klan quand même. Que Albert Pike va commencer à mettre en place certains nouveaux rites d'illuminisme ou autres, et qui va surtout influencer la façon ce qu'on appelait, disons que c'était donc pareil, bien entendu, un franc-maçon de haut niveau, mais qui plus est, il avait créé l'église paladiste, je veux dire. Alors bon, à chacun d'aller essayer de comprendre. D'aucuns diront que c'était carrément des cultes à Lucifer, d'autres diront autre chose. À la fin de cette guerre civile, c'est là que vont débuter. Alors, durant cette guerre civile, il y a des grands noms qui ont commencé à s'installer, qui à vendre des fusils, qui à vendre... C'est là où est apparu M. Morgan, qui on va revenir dessus, l'un des plus célèbres fondateurs de la Fed. Piermont Morgan. Ouais, voilà. En fait, cet homme, il va commencer à faire sa fortune en volant des fusils et en faisant de la contrebande de fusils. Et il va s'enrichir énormément grâce à ce business. Et c'est de là qu'il va commencer à investir dans le monde bancaire, dans le monde de la finance. Là, les banquiers s'installent et il y a des dizaines de milliers de banques qui se créent. C'est là, après cette guerre d'indépendance, je veux dire, à partir de, on va dire, du début du 19e siècle, donc dans cette période que je cite, qui est donc entre la guerre de sécession, après la guerre de sécession, c'est là qu'on voit aussi se monter les plus grosses fortunes, dont M. Carnegie, Rockefeller, il va s'en sortir un peu. Carnegie, c'est dans le fer, Harriman dans les chemins de fer. Voilà, il y a les plus grosses fortunes qui vont commencer à se créer. Et là, il va falloir se partager le gâteau. Mais pour se partager le gâteau, il faut avoir créé le hold-up parfait. L'Amérique, très rapidement après la guerre de sécession... ça a créé plein de crises
économique. Oui, mais il y a une opulence extraordinaire. Il y a une opulence extraordinaire. Le seul problème à cette époque-là aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas d'or, ou on va dire très peu d'or. De l'argent. C'est le problème des gros banquiers qui sont pour l'instant installés dans la City de Londres, c'est qu'eux, ils maîtrisent l'or, ils contrôlent l'or, mais ils ne contrôlent pas l'argent. C'est qui va leur poser un énorme problème. Il n'est pas petit, le problème. Étant donné que pour pouvoir manipuler la monnaie, il faut bien sûr un étalon, et pour l'instant c'était l'or. L'argent ne rentrait pas en compte pour l'instant. Donc ils vont se servir d'un homme qui s'appelle Sherman, qui va écrire directement à Rothschild, enfin à la maison Rothschild, de cette époque, et qui va leur expliquer qu'il est assez facile de manipuler à l'époque le président qui est Grant, et qu'il va être, en le manipulant à travers des sénateurs qui vont créer des commissions monétaires pour pouvoir stopper la primauté de l'argent sur l'or aux États-Unis. Donc de cette façon, ils vont commencer à faire des lois, des projets de loi pour essayer de démonétiser l'argent par rapport à l'or. Ils vont tous comprendre, que ce soit les industriels, les banquiers, ils vont devenir tous consanguins. Ils vont se marier entre eux, ils vont faire des alliances, ils vont comprendre qu'il faut travailler ensemble, que ce soit un peu plus tard sur le pétrole, un peu avant sur le fer, que ce soit sur la finance. Ils vont faire des concentrations financières pour avoir le pouvoir d'imposer une unité monétaire et une banque centrale. Alors, la première crise, on va reprendre au départ. Où est la première crise? Il y a des chiffres qui sont formels, c'est les sommes qui circulent par habitant à telle date qui vont commencer à disparaître. C'est-à-dire qu'on va faire disparaître la monnaie en circulation. Voilà ce que vont faire les financiers. On va diminuer la masse monétaire au fur et à mesure. On diminue la masse monétaire. Mais ça, c'est toujours pour essayer de démonétiser l'argent. Plusieurs crises, mais la première va se situer à partir de 1870 où les banquiers vont décider en fait de s'approprier tout le contrôle de la monnaie, d'émission de monnaie aux États-Unis. Mais pour cela, avant, il faut qu'ils se débarrassent de l'argent, puisqu'en circulation aux États-Unis, il y a principalement de l'argent plutôt que de l'or. Or, les banquiers internationaux, jusqu'à présent, ne sont fixés que sur l'or. Donc, pour pouvoir commencer cette manipulation monétaire, il faut absolument démonétiser l'argent pour pouvoir créer, créer un étalon or pour pouvoir ensuite créer une banque centrale. Donc, ce qui se passe, c'est en 1863, il y a un sénateur qui s'appelle Sherman, par l'intermédiaire de trois autres personnages qui sont Kelheimer, Norton et Van der Gool, qui vont s'adresser directement aux Rothschild de Londres pour leur proposer un pacte dans lequel ils vont expliquer clairement que par des manipulations, ils pourraient s'octroyer facilement le fait de démonétiser l'argent pour mettre en place l'étalon or. Et dans cette lettre, je vous la résume rapidement, ils expliquent clairement que la façon dont ils vont procéder, la plupart des gens ne comprendront même pas de quoi il en retourne. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de mettre en place une loi tellement compliquée que personne n'y comprendra rien. Et vu qu'au niveau de la propagande, on mettra en place le fait que ça sera bénéfique pour les gens, bénéfique pour l'Amérique, forcément ça passera plus convenablement. Donc en 1873, une loi va être votée au Congrès, et cette loi va favoriser une nouvelle frappe de monnaie et une nouvelle loi sur la monnaie. Et donc pour démonétiser l'argent, ils vont fonctionner très facilement, ils vont petit à petit retirer de la masse monétaire en circulation. C'est-à-dire que par exemple en 1866, il y avait en circulation en dollars par tête de pipe aux États-Unis, il y avait environ 50 $ par habitant. 10 ans plus tard, donc en 1876, il ne restait plus que 14 $. Et à partir de 1887, il ne restait plus que 6,67 $ par habitant. Donc ce qui veut dire que petit à petit, on réduit la masse de monnaie en circulation. De ce fait, forcément la piétaille. On crée petit à petit. On crée une récession, il n'y a plus de moyens d'échange. À ce moment-là, il y a d'ailleurs des dizaines de milliers de commerces qui sont tombés, qui ont fermé, des faillites. Ça a été une période de faillite incroyable, puisque quand il n'y a plus d'argent en circulation, forcément, c'est la faillite. Donc aussi pour pouvoir manipuler de cette façon, il y a un personnage qui s'appelle Ernest Seid qui est envoyé en Amérique et qui a à sa disposition 500 000 $ pour pouvoir corrompre tous les membres clés du Sénat et du Congrès.
et de cette façon faire passer la loi plus facilement. Et donc de ce fait, on va réussir cette manipulation, c'est-à-dire que désormais l'étalon or va prévaloir sur l'étalon argent, enfin l'argent va carrément disparaître de la circulation. Et de ce fait, on va commencer à avoir des grands consortiums bancaires qui vont se mettre en place. Il y a par exemple les Morgan qui vont commencer à s'allier avec Drexel. Donc c'est Drexel, Grenfell, ce sont des banquiers qui sont implantés en Angleterre et on va commencer à construire ces grands conglomérats qui vont permettre plus facilement de manipuler les finances mondiales. Et dans ces associations, on retrouve les noms de Warburg, d'Allemagne et d'Amsterdam. Et c'est là qu'on va commencer à voir aussi la façon dont les finances vont s'introduire dans les milieux politiques, parce que c'est en 1901 que grâce à tout cet argent qui est à disposition des financiers, pouvoir corrompre la plupart des politiques. Et le premier président qui serait élu à ce niveau-là, c'est Theodore Roosevelt. Alors Theodore Roosevelt, ça fait partie d'une famille de banquiers new-yorkais qui pratique la finance depuis la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis. Il y a même un Clinton Roosevelt, on avait déjà parlé dans d'autres vidéos, qui avait créé le manifeste de Roosevelt qui expliquait concrètement comment on pouvait s'approprier toutes les richesses d'un pays à travers le socialisme. C'est un peu un précurseur de Marx. Marx en inspirera d'ailleurs un petit peu. Et ensuite, il va se créer une grande panique monétaire, financière de Wall Street en 1907 qui va être organisée de main de maître par JP Morgan, où ils vont créer une faillite bancaire d'une banque qui va complètement s'écrouler, qui va disparaître. Et de là, une panique va s'installer, un peu de la même façon qui s'est passé en 2008 avec la disparition de Lehman Brothers. Sauf que là, JP Morgan, il va se présenter en sauveur, c'est-à-dire qu'il va réinjecter des millions de dollars dans l'économie. Il va prêter de l'argent un peu à tout le monde pour expliquer qu'en fait, si on leur donnait plus de pouvoir, on aurait évité cette crise. On aurait évité cette crise si on les avait laissés créer une banque centrale. Une banque centrale, alors qu'ils se substituent, alors qu'en fait, JP Morgan était officieusement déjà, avait la puissance d'une banque centrale, mais il fallait qu'ils s'associent avec d'autres familles, parce que ces gens-là sont un petit peu co-sanguins, les financiers, donc il faut qu'ils se partagent le gâteau pour éviter de s'entretuer. Il n'en reste pas moins quand même, pour en venir à cette disparition de l'argent. Cette disparition de l'argent, il faut savoir que, pour finir, donc cette disparition de la circulation, on sait que cette manœuvre avait été organisée depuis l'Angleterre, comme le prouve une lettre envoyée par la maison Rothschild de Londres le 25 juin 1863. Voilà. On dira simplement que quand cette loi a été votée, personne n'était là et personne ne l'a comprise. C'est le problème que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est Grant qu'on lui présente le projet, il fait bon, ok, je vous suis. La réforme des monnaies. Et ça s'appelle le texte pour la réforme des monnaies. La réforme monétaire. Et de ce fait, vu que Grant ne la lit même pas, de toute façon, les sénateurs savaient très bien qu'il n'était pas en mesure de la comprendre et que la majorité des gens ne la comprendrait pas. Cela leur a facilité la tâche. Et donc le projet allait aboutir en 1873. Les différentes crises de la fin du XIXe siècle et celle de 1907 permettront à l'establishment financier de mettre en place les prémices de la Banque centrale américaine, appelée plus communément la Fed.